Radio G. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs. En ce vendredi matin, on a le plaisir de recevoir le journaliste expert en géopolitique et relations internationales, Richard Darmon, qui est journaliste à Studio Calita, ancien journaliste à Actualité Juive et aussi, évidemment, correspondant diplomatique d'Israël Magazine. Bonjour Richard. Bonjour et shalom. Shalom, on est très heureux de vous avoir en ce vendredi matin, car vous publiez un livre événement dans l'excellente édition provinciale de notre ami commun Olivier Véron. La seconde guerre d'indépendance d'Israël, 7 octobre 2023, effroi et résilience. On va évidemment commenter ce livre passionnant qui tourne autour de questions philosophiques essentielles. Pour comprendre le rejet de l'État d'Israël aujourd'hui par la communauté internationale, ce que vous appelez le télescopage entre la perspective nationale d'Israël et la perspective post-nationale de l'Europe, autant de sujets absolument passionnants. On va revenir sur les conceptiotes aussi, vous allez nous dire ce qu'il faut en penser, mais nous sommes dans l'actualité, donc nous sommes obligés de partir de là. Qu'est-ce que l'on peut attendre dans les jours qui viennent de la confrontation irano-israélienne, selon vous, Richard Darmon? Écoutez, d'après tous les leaders, j'allais dire, les principales figures de l'establishment politico-sécuritaire et surtout sécuritaire d'Israël, c'est un fait peut-être assez évident et presque acquis que l'Iran prépare une riposte à la riposte israélienne, c'est-à-dire que dans les jours qui viennent, y compris d'après les titres de presse de ce matin, enfin d'hier, il y aura même avant les élections américaines, le leadership iranien compte riposter avant de connaître le résultat des élections iraniennes. En tout cas, c'est les pronostics faits en Israël. Tout à fait. Et donc on sait aussi que le ciel israélien a été largement renforcé, on peut dire. Évidemment, un mot du dôme de fer qui est tout à fait efficace, mais aujourd'hui, il est complété par des systèmes antibalistiques, notamment le THAAD américain. Ça a une signification, selon vous, en termes de géopolitique, justement, qui est votre spécialité, Richard Darmon? Écoutez, oui, on a vu, malgré certaines divergences sur la stratégie de fond d'Israël, aussi bien à Gaza que donc par rapport au Liban et à l'Iran, on a vu les Américains au niveau, en tout cas géostratégique, se tenir aux côtés d'Israël et malgré aussi certaines rétentions de livraison d'armes qui étaient liées à la gestion de la guerre de Gaza, en tout cas au niveau de la défense globale d'Israël, les États-Unis se tiennent à ses côtés. Je dois préciser que, puisque vous me posez une question d'actualité, que les dernières déclarations officielles, notamment du chef d'état-major de Tsahal, mais aussi de l'échelon politique, et pas seulement de Netanyahou, et du ministre de la Défense, Gallant, ont été très clairs, c'est que cette fois-ci, Israël est loin d'avoir utilisé toute sa panoplie d'options militaires contre l'Iran lors des et surtout lors de la dernière riposte. Si Israël était attaqué, en tout cas ce qu'on dit à Jérusalem, si Israël était attaqué, et d'ailleurs, les Iraniens sont toujours des surenchères, ils ont publié hier des déclarations disant qu'Israël sera attaqué de manière forte et définitive. Forte et définitive, absolument, c'est le mot qui a été employé, hein. Alors, si c'est le cas, je crois que, en tout cas en Israël, on a fait savoir au régime de Téhéran que Israël était loin d'avoir utilisé toutes ses possibilités, que cette fois, s'il était attaqué de manière encore plus forte que la fois précédente, eh bien, il répliquerait en fonction, c'est-à-dire qu'il y aura une situation d'escalade. Alors, on va suivre ça évidemment dans les heures qui viennent. Richard Darmon, la seconde guerre d'indépendance d'Israël aux éditions Les Provinciales, c'est un essai passionnant qui n'est pas seulement un essai de commentaires politiques ou géopolitiques de la situation de l'État juif après la commotion sans exemple historiale des attaques du 7 octobre. En diaspora, a expliqué le philosophe et linguiste français Jean-Claude Milner lors d'une soirée organisée par Bernard-Henri Lévy dans la revue La Règle du Jeu au Théâtre Antoine à Paris au printemps dernier.
Et Milner, vous le citez parce que visiblement ça vous a inspiré, continue: les intellectuels et les gouvernants européens doivent reconnaître qu'ils ont pour l'instant perdu la bataille engagée depuis des décennies contre la forme particulière et vicieuse qui est la judéophobie pulsionnelle, développée depuis des décennies par l'immigration arabo-musulmane. Et Milner a continué: pour tenter, si c'est encore possible, de sortir de cette impasse tragique, ils doivent donc d'urgence, ces intellectuels, accepter de reprendre à zéro leurs analyses et de réarmer leurs arguments contre cette nouvelle forme d'antisémitisme, en lançant tous azimuts une grande et longue offensive contre le palestinisme et le wokisme. On peut dire que là, Milner, dans ce meeting public organisé par BHL, il résume un peu, au fond, votre propos dans cet essai, n'est-ce pas, Richard Darmon? Oui, en ce qui concerne les positionnements et disons les trous béants qu'on a pu remarquer, pas simplement dans les rues des grandes capitales européennes, mais aussi dans le leadership. On se souvient que beaucoup de chefs d'État, dont le président français avait accouru à Jérusalem au lendemain du 7 octobre pour préconiser une union contre le nouveau Daesh qu'est le Hamas, le nouveau État islamique, si on peut dire, et que tout cela n'a pas été suivi d'effet, puisqu'à part quelques jours, non pas de grâce, mais de compassion devant l'horreur de ce qui a été commis autour de Gaza par le Hamas, et bien à part ces jours-là, qui furent une parenthèse, aussi bien les pouvoirs publics en Occident que les gouvernements, que les opinions, ont tout de suite tourné Kazakh. Et je dois dire que alors c'est passionnant, Richard Darmon, parce que il y a évidemment beaucoup de choses absolument vraies dans ce que vous écrivez sur ce retournement de l'opinion quelques semaines après le saisissement des attaques qui avaient soudé autour d'Israël, on va dire, pour aller vite, une grande partie des opinions occidentales, du Japon aux États-Unis, de l'Union européenne à l'Australie. Après, ça s'est délité. Mais justement, si on fait une analyse un peu subtile de ce délitement, est-ce que vous avez le sentiment que les opinions européennes dans leur ensemble sont aujourd'hui retournées contre Israël, et quelle place vous faites dans ce retournement à la critique, qu'on peut juger légitime ou illégitime, peu importe, de la ligne politique du gouvernement actuel de Benyamin Netanyahou, dont les alliés sont tout de même, qu'on le veuille ou non, les ministres très influents, très en avant, Ben-Gvir et Smotrich? Écoutez, je crois qu'il faut faire la part des choses. Il faut Oui. justement ne pas y aller à l'emporte-pièce comme le font souvent pas mal de médias occidentaux. Mhm. Tout d'abord, il faut faire une distinction entre, je dirais, ce qu'on entend dans les médias et dans les ministères, en tout cas à la tête de l'État, à la tête de ces différents pays, les gouvernants, et les opinions publiques réelles. Alors Parce oui. qu'il y a eu quand même des enquêtes qui ont été faites, notamment en France, qui ont montré paradoxalement que d'un côté, à propos du Hamas, je me souviens d'une enquête qui avait été citée par l'historien Georges Bensoussan et ses amis, Mhm. qui avait montré que environ 60, si je me trompe pas, entre 63 et 65% des Français interrogés dans cette enquête qui a dû être faite il y a 2-3 mois, étaient partisans, soutenaient la position d'Israël, qui consistait à ne pas envisager de libérer, à ne pas envisager d'arrêter la guerre à Gaza si les otages n'étaient pas libérés. C'est-à-dire une espèce de bon sens de l'opinion publique française qui comprend que dans un bras de fer comme ça, il n'y a pas à céder devant une organisation terroriste aussi totalitaire. Et donc, d'une part, mais dans la même enquête, ce qui est paradoxal, parce qu'il y a, si vous voulez, il y a une opinion française réelle, une opinion publique française réelle qui est assez aux côtés d'Israël, bizarrement. Ouais, ouais. Mais par ailleurs, on demandait, dans un autre registre de ce sondage, il y avait à peu près le même pourcentage, je crois 62 à 63% des interrogés qui pensaient que les Juifs étaient trop influents dans les médias. C'est-à-dire un résultat contradictoire qui montrerait qu'il y a encore des restes assez importants de l'antisémitisme traditionnel en France, mais si vous voulez, voilà, une image contradictoire. Donc ça, c'est pour les opinions. Les opinions, disons, de la population dans ces grandes lignes ne sont pas celles qui sont répercutées par la plupart des médias. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième aspect de votre question,
le fait que le gouvernement Netanyahou prêterait flanc à des critiques, puisqu'il serait, il serait en partie en vie, si je puis dire. Il existerait grâce au soutien de deux partis extrémistes. Il faut savoir que, à tort C'est ou à pas raison, ça, c'est pas un fantasme, si vous voulez, de la gauche israélienne, hein. C'est une réalité politique. absolument, mais Hein, si vous voilà. voulez, c'est aussi le constat, même si on peut ne pas être d'accord, ce qui est d'ailleurs mon cas, avec la manière, enfin, dont ces deux partis et leurs leaders se comportent. Le fait est que c'était la sanction démocratique du dernier scrutin israélien, et finalement, il est difficile de dire d'un côté qu'on soutient la seule démocratie du Moyen-Orient, Israël, face à toute une série de pays et d'organismes totalitaires. Et puis d'un autre côté, on cherche des poux, peut-être, je dirais, de manière fondée vis-à-vis de personnalités qui se positionnent de manière excessive. Mais on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, vous comprenez. C'est la situation pour l'instant. Et cette opinion publique israélienne, elle était encline à voter, et ça s'est fait au travers de 5 scrutins, j'allais dire mortels, c'est-à-dire dont la succession montre bien qu'il faut bien changer les choses en Israël et qu'il faut faire une révision du système d'expression publique et du système politique. Mais le fait est que c'était la sanction des urnes. Et donc on fait un faux procès à Israël quand dans une situation de crise aussi grave, on va reprocher qu'il y ait sur l'aile droite de Netanyahou des partis qui sont un peu intenables. Alors, Richard Darmon, la seconde guerre d'indépendance d'Israël, c'est votre livre événement, il est passionnant, il y a plein de choses évidemment à discuter. Il y a un chapitre, le 3e, qui est consacré à la remise en cause des conceptions. Alors, justement, il y a une idée qui a dominé, on va dire, les paradigmes sécuritaires de l'État d'Israël. Vous y faites allusion d'ailleurs concernant quelqu'un comme Ariel Sharon, qui est d'ailleurs beaucoup plus modéré qu'on ne pense, hein. Et il avait dit, la retenue c'est la force, pour justifier le retrait israélien des implantations israéliennes de la bande de Gaza au cours de l'été 2005. Vous critiquez évidemment cette optique, hein, c'est pas la vôtre. Vous vous situez sur un certain spectre, disons, de la sensibilité stratégique israélienne, et vous regrettez que le concept ouaté de dissuasion, en hébreu c'est Arta, basé sur la multiplication des barrières et des barrages cybernétiques, doublé de l'illusion de la paix économique avec le monde arabe, et en quelque sorte désarmer mentalement, moralement les Israéliens jusqu'au 7 octobre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous expliciter ce que vous voulez dire là, qui est évidemment très intéressant, Richard Darmon, sur le plan de la réflexion philosophique sur la situation de l'État d'Israël? Tout d'abord, le terme de conception, qui reprend en hébreu ce que j'appelle des conceptions stratégiques erronées. En fait, c'est un processus qui a commencé, j'allais dire, il a été accéléré par le processus d'Oslo de 1993, mais il existait dans l'establishment sécuritaire depuis fort longtemps, mais il s'est amplifié depuis Oslo. D'ailleurs, on peut dire, c'est aussi un des éléments que j'amène, que la enfin, le rôle de Tsahal, qui était jusque-là un rôle sécuritaire de défense de l'État d'Israël aux frontières, et donc un rôle d'armée de défense, a changé dans le cours du processus d'Oslo, puisque le gouvernement Rabin-Pérez de l'époque a impliqué l'armée, donc le haut état-major de Tsahal, dans la gestion et dans l'application des différentes tranches des accords d'Oslo, Oslo 1, Oslo 2, Oslo 3, et finalement, ça a opéré un certain clivage, c'est-à-dire que dans l'état-major israélien, des hauts officiers d'âge moyen et des plus jeunes se sont impliqués dans ces accords, et donc ils ont géré pas seulement au niveau sécuritaire, mais au niveau, c'était eux par exemple qui négociaient avec l'OLP ou l'autorité palestinienne, et donc il y a eu déjà à cette époque un façonnement qui a commencé. Oslo, c'est plus de 30 ans, donc ces conceptions qui aujourd'hui qui se sont accentuées, elles ont touché une bonne partie de la haute hiérarchie militaire, et puis aussi elles ont été partagées par les gouvernants de toutes les forces politiques. Alors, Richard Darmon, c'est très intéressant.
C'est une thèse évidemment qu'on peut discuter, mais nous on la met en discussion ce matin sur Radio J, mais elle est passionnante évidemment. La seconde guerre d'indépendance d'Israël, c'est votre essai événement aux éditions provinciales. Vous opposez donc cette illusion technologique ou cyber-technologique, je vous résume, au concept, alors qui aujourd'hui est revenu en force, avouez-le, dans le discours d'un Yoav Galland par exemple, c'est omniprésent, de la victoire totale, c'est-à-dire Nitzachon. Qui aujourd'hui domine le paradigme militaire israélien. Pourquoi Nitzachon, ça serait supérieur à Arta? Eh bien, écoutez, la dissuasion, comment dire, une victoire ou une victoire en sursis, parce que c'est ce fait si je puis dire, en utilisant une métaphore un peu simple, c'est que c'est un petit peu de rouler les mécaniques et de montrer ses épaules en disant voilà ce qu'on peut vous faire si vous vous comportez mal. Mais Oui, mais Richard Darmon, comme je vous ai lu quand même attentivement, vous vous en rendez compte, c'est un essai passionnant vers lequel on peut renvoyer la totalité de nos auditeurs qui nous écoutent ce matin vendredi, la seconde guerre d'indépendance d'Israël aux éditions Les Provinciales. Juste après, j'allais dire c'est presque contradictoire. Vous dites Nitzachon, c'est très bien, la victoire totale, très bien, mais c'est justement ce que Netanyahou a mis en avant depuis 15 mois maintenant, et vous critiquez aussitôt l'idée que si Tsahal coupait les têtes du Hamas, ce qui a été fait quand même très largement, et ce qui est en train d'être fait avec le Hezbollah aujourd'hui au sud Liban, eh bien, une vacuité du pouvoir qui s'en suivrait laisserait au fond à Israël la capacité de se déclarer vainqueur et de recomposer la région. Vous dites ça marche pas non plus. Mais alors qu'est-ce qui marche ? Écoutez, de toute manière, on s'en est aperçu depuis le départ avec la guerre de Gaza. C'est vrai que, pour prendre une comparaison que certains n'aimeront pas, mais lorsque les soldats américains ont débarqué en Normandie pour libérer l'Europe, comment dirais-je, de la botte nazie. De la barbarie nazie, oui. Voilà, il n'avait pas en tête, enfin l'état-major des différents interarmées des Alliés n'avait pas en tête ce qu'allait être le plan Marshall 5 ans après pour reconstruire une Europe qui commençait à se dénazifier par le haut, on va dire, parce qu'il n'y a jamais eu, comme le disait Elie Wiesel, il n'y a jamais eu au niveau des opinions, enfin c'était un processus bien plus compliqué de nettoyer l'Europe de tout ce qui avait suscité le nazisme. Mais en tout cas, pourquoi je prends cet exemple? Parce qu'on a reproché au gouvernement Netanyahou, dès les premières semaines de la guerre de Gaza, de ne pas avoir un plan pour l'après-guerre, pour justement, une fois que le Hamas aura été aux 3/4 ou entièrement, ou à 80%, comme c'est le cas actuellement, déstructuré et détruit, eh bien, c'est la période d'après. Mais si vous voulez, d'abord, il faut le dire, que Israël s'est laissé totalement surprendre. C'est ça aussi les conceptions, c'est que aussi bien dans le gouvernement de droite que les gouvernements qui avaient précédé, depuis des décennies, on s'était trompé. On pensait que les retraits successifs d'Israël et du Liban au moment du gouvernement Barak en l'an 2000 et avec Sharon, vous le citiez, en 2005, le retrait du Gush Katif à Gaza, ça allait être interprété comme des gestes et ça allait apaiser la région. C'est vrai que dans le cas de Sharon, il avait d'autres raisons pour lesquelles il avait procédé à ce retrait. On ne va pas rentrer dans cette analyse, c'est un autre sujet. Mais le fait est que ces gestes-là n'ont pas été interprétés comme des ouvertures pour une négociation globale, mais comme des positions de faiblesse israélienne. Alors justement, Richard Darmon, à ce stade, nos auditrices, nos auditeurs, ils vous écoutent très attentivement, c'est passionnant. La seconde guerre d'indépendance d'Israël, c'est votre petit événement. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux dans cette longue séquence temporelle de presque 20 ans, 2005-2023 ? Écoutez, je pense que le travers des conceptions, c'est-à-dire des conceptions erronées, c'est qu'elle dessine un programme politique et stratégique à l'emporte-pièce. C'est-à-dire que on va d'un côté de la barrière, si j'ose dire. Ouais. On pense que justement avec la cybernétique, etc., et même dans les derniers mois, alors qu'il y avait des évidences totales que le Hamas préparait une invasion, en fait, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et ce n'était pas seulement les membres du gouvernement israélien, c'était aussi les chefs des renseignements, les chefs locaux, les chefs régionaux, les chefs de l'état-major de Tsahal, qui n'ont pas voulu entendre ce que les observateurs, les observatrices leur disaient sur ce qui se passait. Il y a même, je cite ce cas, il y a même
comment dirais-je, un- comment on appelle ça, un surfeur, quelqu'un qui avait un laboratoire privé d'observation de ce qui se passait à Gaza avec une dizaine d'écrans chez lui parce que c'était sa passion. Et Tsahal lui demandé d'observer les parties que Tsahal ne pouvait pas observer et qui a lui aussi prévenu, c'est-à-dire en disant que ça, le ton monte, il va y avoir quelque chose. Et puis il n'y a eu aucune préparation. Alors, si vous voulez, ce n'est pas seulement sur les 10 derniers mois et la dernière année. Il y a eu aussi, comme je l'indique, un rapport qui avait été déposé sur le bureau de chaque ministre début juillet, qui s'appelle la muraille de Jéricho, un rapport à la fois écrit en bon hébreu et filmé avec des séquences en arabe, parce que c'était aussi un rapport vidéo, qui montrait les entraînements du Hamas, des simulations d'attaques de localités israéliennes de l'autre côté de la frontière. Et ce rapport devait être discuté cet été. Il a été remis, la discussion a été remise, personne n'en a parlé. Et puis il y a eu Et il a été remisé effectivement dans un coin. Alors Richard Darmon, il nous reste 4 minutes. Il y a encore un gros sujet que je veux que nous abordions. Vous réfléchissez donc sur la haine contre, je vous cite, la mission juive d'exister au cœur d'une humanité hostile. Autrement dit, Israël à l'heure des nations, pour reprendre la célèbre formule de Lévinas, c'est aussi Israël face à la haine des nations, ou en tout cas d'une partie des nations. Et vous attribuez à la haine les prises de position de certaines instances internationales, et notamment de la Cour de justice, de la CPI. Est-ce que c'est la haine qui les motive, ou est-ce que c'est une certaine idée du droit qui, aujourd'hui, est remise en cause par Israël dans sa guerre légitime ? Écoutez, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. D'accord. Il y a tout à fait de manière, j'allais dire, ontologique, Ouais. une solitude d'Israël, une haine d'Israël. Mais est-ce que vous êtes sûr, alors justement, c'est à ce stade, parce que votre livre se prête à de nombreuses lectures. Mais évidemment, je me mets dans la tête de quelqu'un qui, par exemple, aurait adhéré aux conceptions d'un rabbin au moment des accords d'Oslo ou après les accords d'Oslo. Il se dit, est-ce que la solitude d'Israël est ontologique, ou est-ce que la solitude d'Israël est la conséquence d'un certain nombre de décisions politiques ? Vous voyez, la question se pose. Oui, mais j'allais vous répondre qu'il y a deux aspects. D'une part, au niveau ontologique, il y a, oui, et on l'a vu ces dernières décennies et surtout ces dernières années, il y a tout de même une alliance objective une alliance d'ailleurs conflictuelle entre l'Occident, si on peut généraliser ainsi, Mm-hmm. et un certain leadership du monde arabe, une sorte d'alliance, qui a été surtout incarnée par Barack Obama, même si d'ailleurs Trump vous voyez un Biden ou aujourd'hui un Olaf Scholz en Allemagne participer de cette alliance avec le pro-palestinisme que vous dénoncez ? Non, mais il ne s'agit pas simplement d'opinion et d'idéologie pour chacun des gouvernants dont on parle. Il s'agit d'intérêts objectifs. C'est-à-dire, quand Obama a fait son discours du Caire, quelques mois après avoir été élu en 2008, il a mis là les jalons d'un rapprochement inédit entre disons, la puissance dominante de l'Occident et le monde arabe, et une certaine conception du monde arabe. Alors vous m'autorisez à ce stade une dernière question, comme ça je vous laisse conclure. C'est passionnant, on est ce matin ensemble, la seconde guerre d'indépendance d'Israël, Richard Darmon, votre livre événement, j'y renvoie bien sûr toutes nos auditrices et nos auditeurs, c'est un excellent essai. Vous attendez quoi de la présidentielle américaine, et qu'est-ce que Israël peut en espérer justement dans ce contexte d'adversité ? Écoutez, il y a le mieux est l'ennemi du bien, et le pire n'est pas toujours prévisible. C'est vrai que sur le papier, une majeure partie de l'opinion publique israélienne pressent que si c'était Kamala Harris qui l'emportait, les choses seraient plus difficiles. Mais de notre côté, Trump président pendant 4 ans, il y a eu des avancées certaines, comme l'ouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem, qui était vraiment un tournant tout de même. Mais Trump est quelqu'un de très imprévisible et incontrôlable. Vous pensez ? Donc, en fait, vous pensez ? Oui, et je pense, même si, disons rationnellement, ce serait mieux reçu en Israël que Trump soit élu, le fait est qu'on ne sait pas très bien de quoi sera fait demain, parce que finalement, ce qui change aux États-Unis,
et derrière ces questions de personnes, c'est la sociologie de ce pays. Et dans les années qui viennent, compte tenu de ce qu'est la mosaïque et ce qui est en train de devenir la mosaïque américaine, il y aura des changements radicaux et l'influence du lobby juif, de l'EPAC ou d'autres groupes pro-israéliens va diminuer. C'est une donnée objective des années qui viennent. En tout cas, ce que je voulais rajouter avant de conclure avec vous, Je vous en prie. C'est que, parce que je n'ai pas répondu, sur la question des conceptions des Nunis Saron. En fait, Oui. de la même manière que donc les soldats, enfin en tout cas l'état-major interallié ne savait pas de quoi allait être fait le lendemain, et ben là aussi le gouvernement Netanyahou s'est lancé dans cette guerre comme une guerre d'existence, une guerre de survie. C'est pour ça que j'ai appelé la deuxième guerre d'indépendance. Oui. C'est que on n'a pas parlé de tout un pan qui est très important, c'est que c'est de la même manière que la guerre d'indépendance de 48 avait donné la possibilité à Tsahal de devenir Tsahal, puisque il y avait que des groupes armés indépendants avant la création de l'État ou la renaissance de l'État pour permettre son existence. Et de la même manière, donc le 48 a forgé Tsahal, qui est devenu Tsahal après. Je pense qu'aujourd'hui, on a un phénomène presque inverse, c'est que grâce à l'existence de Tsahal et des réservistes, cette levée en masse des réservistes a relativisé complètement les différends qu'il y avait dans la société israélienne et réunifie en fait le pays. C'est le phénomène, c'est pour ça que c'est la deuxième guerre d'indépendance. Absolument. Et vous en parlez dans des pages, vous en parlez dans de très belles pages, marquées par un certain lyrisme d'ailleurs aussi, voire par un certain messianisme. Je renvoie évidemment nos auditeurs à la lecture de votre livre, La Seconde Guerre d'indépendance d'Israël, cher Richard Darmon. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Et on vous retrouve bien sûr très régulièrement, toutes les semaines, sur les antennes de notre partenaire Studio Kalita. Merci à vous. C'est unique.